Dino. Aujourd'hui, on va parler de The Lighthouse, le film de Robert Eggers, qui a également réalisé The Witch en 2005, qui parle de sorcières et de sorcellerie dans les années 1630. Quand on parle de sorcellerie, je pense tout de suite au Masque de la sorcière, le film de Mario Bava, qui est sorti il y a quand même déjà quelques années d'ici, et qui a une scène d'ouverture juste... Le film est en noir et blanc et on y voit une sorcière présumée accrochée à un bûcher. Elle va se faire cramer, tout simplement, la petite étincelle et on va la faire brûler. Mais juste avant ça, on va lui clouer un masque en métal sur le visage. Et la scène est tout bonnement atroce. Malgré l'âge du film et le fait qu'on ne voit pas vraiment grand chose, rien que de se l'imaginer, c'est terrifiant. I shall return to torment and destroy throughout the nights of time! The Lighthouse, c'est un film très particulier et pour beaucoup de choses. Déjà, par exemple, c'est un film qui est en noir et blanc. Aussi, c'est un film qui est en 4/3. Et c'est un film qui bénéficie d'un gros gras, d'une lumière somptueuse, parce que quand même dans un film en noir et blanc, il faut savoir avoir un bon directeur de la photographie. Et donc, tout ça, ça nous fait The Lighthouse. Avec tout ça réuni, ça nous rapproche très fort de l'esthétique des films aux alentours des années 30-40. Le film nous parle de deux personnages, en particulier Willem Dafoe, qui est connu pour son rôle du bouffon vert dans la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, et qui joue un vieux gardien de phare rustre, un peu désagréable et très alcoolique. Tout le monde ne peut pas boire du café. Et de Robert Pattinson, qui lui joue un ancien bûcheron, qui s'est reconverti en gardien de phare également, et qui a quand même quelques mystères derrière lui. Le premier truc super génial que j'aimerais bien mettre en lumière dans ce film, c'est déjà le fait qu'il fait un gros middle finger à tous ceux qui disent que Robert Pattinson n'est juste bon qu'à jouer un petit vampire dans Twilight. C'est totalement faux. Dans ce film, il est juste bluffant. Il joue un mec qui va quand même tomber dans la folie, et la folie, il la joue méchamment bien. Goddamn farts! You goddamn farts! Et la grosse moustache, je sais pas si ça aide, mais ça aide. Voilà. Salut, c'était Mr. Dino Boy, à la prochaine. Blague à part, je vous recommande aussi de regarder Remember Me avec Robert Pattinson. C'est une comédie romantique et dramatique, et je vous promets que si vous ne l'avez jamais vu et que vous n'en avez pas entendu parler, qu'on ne vous a pas spoilé, vous ne pourrez jamais deviner le twist final. C'est juste... Bon, dans tous les sens du terme en fait, mais ouais, non, vous ne devinerez jamais. Et c'est un très bon film, une comédie romantique, certes, on reste un peu dans l'apanage de Twilight, mais c'est un très beau film et je vous recommande d'aller jeter un œil, ça vous donnera déjà un meilleur aperçu du jeu d'acteur de Pattinson. Ensuite, c'est un film d'horreur psychologique, tout va jouer sur le mental. Il y a bien une ou deux scènes un peu graphiques, mais rien qui va vous choquer jusqu'à la fin de votre existence. Le choix du format d'écran est vraiment bien étudié. Ça réduit sa taille et ça rend le tout beaucoup plus claustrophobique. D'ailleurs, le film est joué uniquement par deux acteurs, donc Pattinson et Dafoe. Il y a bien une ou deux apparitions d'autres acteurs, je pense qu'il y en a 2-3 maximum, mais ça ne dépasse jamais quelques secondes. Du coup, on se sent vraiment bien cloisonné, enfermé avec eux dans ce petit phare, et ça rend le tout vraiment très anxiogène. Et puis, il y a ce son. Ce truc arrive toujours à point nommé pour rendre les scènes encore plus anxiogènes. Le type est en train de travailler, l'autre doit venir lui dire quelque chose d'important, et oh, t'as ce truc qui gueule, et quoi. Et on se dit, mais putain, rapproche-toi, fais quelque chose. Non, il préfère gueuler à 2 km et dire, eh fille, y a un truc qui est tombé là, vous devez le réparer. Un fouet. C'est bien entendu un film à l'aspect très Lovecraftien. Pour ceux qui lisent H.P. Lovecraft, vous savez très bien que toute son œuvre tourne autour d'une folie grandissante, d'une peur cachée, sournoise, qui n'arrive que tout doucement, comme ça. C'est quelque chose de très
mauvais, mais jamais... C'est jamais un truc qui va arriver, qui va faire « je suis un monstre, Cthulhu ». Non, c'est petit à petit, on découvre des petits indices, quelque chose qui s'insinue, qui devient de plus en plus oxygène, de plus en plus dense comme ça. Et le film ressort très bien cette ambiance. Pour certaines raisons que forcément je ne vais pas vous donner parce que ça spoilerait méchamment le film et ça vous le gâcherait. Et honnêtement, ce film mérite d'être vu, donc je ne vais pas le dire. Mais c'est vraiment pour ce côté, une descente vers la folie, la peur, tout ce qui est... C'est très sournois. Des moments où on se dit, mais est-ce qu'on est bien là? Est-ce que c'était pas avant, après? Enfin, beaucoup de choses comme ça qui font de ce film un film Lovecraftien. Lovecraft aurait pu écrire cette histoire, ou en tous les cas, à mes yeux, c'est le film, parce que j'en ai quand même vu quelques-uns, il y a Reanimator, des trucs comme ça, From Beyond, voilà. Mais pour moi, c'est le film qui retranscrit le mieux de tous ceux que j'ai vus, l'univers de Lovecraft. Ce que je ressens quand je lis de ces bouquins, c'est ce que j'ai ressenti en regardant The Lighthouse. Le film brasse plusieurs thématiques. Déjà, par exemple, il y a ce caractère dominant-dominé entre Willem Dafoe et Pattinson, Pattinson se retrouvant à faire toutes les tâches ingrates dans le phare. S'il y a une crotte à gratter sur le sol, quelque chose à balayer, à nettoyer, c'est lui qui va devoir s'en occuper. Pendant que Dafoe, lui, passe son temps à se saouler la gueule, à être con et méchant, et à rester cloîtré devant la lanterne du phare, bien fermé à double tour, histoire qu'il ne puisse pas rentrer. Cette thématique en amène une autre, celle de la jalousie bien entendu, parce que Pattinson veut savoir ce qu'il y a de si intéressant face à cette lanterne, ce qu'elle cache, les secrets qu'elle révèle, et à plusieurs moments il voit des choses qui se passent parce que le sol au niveau de la lanterne est grillagé, donc il voit quelques trucs qui passent, etc. Et ça crée une certaine jalousie parce qu'il veut savoir, et forcément il va se rebeller au fur et à mesure du temps, et les situations dominant-dominé vont s'inverser, c'est un peu le principe de l'arroseur arrosé au final. Cet aspect de jalousie provoque forcément des frustrations chez les personnages, mais aussi chez vous, parce que tout autant que les deux protagonistes, vous voulez savoir ce qu'il y a dans cette lanterne, pourquoi il passe autant de temps là-bas, ce qu'il y a d'incroyable, et pourquoi il ne veut pas montrer aussi à Pattinson ce qui se passe à cet endroit. Il y a bien entendu énormément de thématiques, on peut en chercher et en trouver tant qu'on veut. Et la plus importante, bien entendu, ces vieilles légendes de marins, ces vieux mythes, ces histoires qui se racontent d'homme à homme, c'est des histoires, voilà, c'est des trucs qu'on raconte dans les bars et sur lesquels Robert Eggers s'est énormément renseigné, ainsi que sur les mythes et légendes des sorcières comme il l'avait fait pour The Witch quelques années plus tôt. Quelque chose de franchement génial aussi, hello Bulma, c'est que le décor du film suit les protagonistes. Au début, le décor est tout beau, tout propre, et au fur et à mesure que les personnages entrent dans cette folie et commencent à devenir de plus en plus l'ombre d'eux-mêmes, le décor va suivre le mouvement et va tomber en décrépitude totale. Cette petite maison va commencer à se casser, à se percer de partout, et du coup... Bonjour. Elle me mange le doigt. Et du coup, voilà. Pas besoin de s'étaler. Tu me fais me disperser, tu sais ça. Dis bonjour aux spectateurs. Hello, spectateurs. Le film est très puissant, mais ce qui renforce encore plus cette puissance et cette authenticité, c'est le fait que il faut le regarder en anglais. Les protagonistes, les dialogues utilisent un vieil anglais de marin bourru. Vous voyez, par exemple, à un moment, Dafoe dit quelque chose à Pattinson et lui dit « Oui, monsieur », en anglais, « Yes, sir », et Dafoe lui répond « Non, c'est « Hiya, captain » ou « Hiya, sir ». Voilà, ce vieux langage de vieux loup de mer, comme ça, et ça rend le truc encore plus dense, encore plus vrai, en fait. There's well more to be mended outside. You hear me, lad? Yes, sir. Aye, sir. Aye, sir. Je pense que c'est un film qui peut rebuter beaucoup de personnes. Déjà, le fait qu'il soit en noir et blanc, ça... Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de choses. Le fait que ce soit en 4/3, ça renforce encore plus ça. Vu que ça fait effet vieux film, et beaucoup de monde maintenant, genre... Si t'es fan inconditionnel de Fast and Furious et de rien que ce genre de film-là, il est clair que The Lighthouse, c'est pas fait pour toi. Mais le film est vraiment très génial. Très génial, d'ailleurs, c'est un mot qui existe, ce n'est pas du tout une erreur. J'assume. Ouais.
Plus sérieusement, il y a beaucoup de plans fixes. Les premières lignes de dialogue arrivent après 7 minutes de film. Avec les petites images de présentation compris, générique, etc. Mais 7 minutes de film. Et on voit comme au début de la vidéo, j'ai utilisé cet extrait parce qu'il est tellement parlant et il est beaucoup plus long. Je crois que j'ai bien dû le couper de moitié, il dure 20-25 secondes. On les voit comme ça avec leur caisse qui fixe. Et voilà, vous allez avoir droit à ce genre de plan. Une fois que ça démarre. Mais ils ne vont quand même pas laisser tomber ce genre d'idée. Et c'est le genre de truc qui rend le film encore plus claustrophobique, encore plus dense. Parce que c'est des fois cette absence de dialogue, ces regards, ces plans un peu longs comme ça. Et à certains moments, il y a vraiment une scène où Willem Dafoe, je crois que c'est un poème qui raconte ou une histoire, mais quelque chose qui dure très très longtemps. Et je pense que c'est un plan séquence, ou en tous les cas qu'il a été tourné en une fois. Mais c'est impressionnant de voir la quantité de texte que ces mecs peuvent retenir. C'est bluffant. Regardez-moi, pour ma bête vidéo, j'ai mon téléphone qui est juste là, et je le regarde toutes les 4 secondes dans chaque plan pour me rappeler ce que je dois vous raconter. Et je peux vous dire que ce que je vous raconte, c'est pas ce qui est écrit là-dessus. Les grandes lignes peut-être, mais voilà. Alors imaginez une tirade de 5-6 minutes. Waouh. Respect. Respect. Voilà, tout ça pour vous dire que ce film n'est pas un film triple A, mais un film 10 000 tuple A. Le terme existe pour celui-ci, c'est une tuerie. Et honnêtement, si je l'avais vu beaucoup plus tôt, Midsommar serait passé en 2e position du top 2019. Tous les autres auraient reculé, il y en aurait peut-être même un qui aurait sauté, et celui-ci serait en top 1 ultime. Honnêtement, c'est parce que je l'ai vu il y a très peu de temps, mais c'est le putain de film de 2019. Je cache pas mes mots, je ne les ravalerai pas. C'est le putain de film de 2019. Alors jetez-vous dessus, n'ayez pas peur, Pattinson est formidable, Dafoe est fidèle à lui-même, il a une tête de taré, il est génial. Ce film est génial. Je le répéterai jamais assez, génial. Franchement c'est génial. Sur ce, je vous embrasse, dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de le voir, si ça vous tente, si... Voilà, donnez-moi votre avis, parce que c'est... Quand j'aime un film, à ce point, j'ai tendance à être un petit peu... Voilà. Vous voyez ? J'aime trop le truc, alors je manque un peu de discernement. Donc voilà, j'attends votre avis. Donnez-moi, dites-le-moi, dites-moi tout. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi si vous kiffez que j'ai un autre décor, que je sois debout au lieu d'avoir mon cul devant le micro-ondes. Voilà, donnez-moi votre avis. Et sur ce, à la prochaine. Amour et grosses écailles. Je vous aime.